Bonjour à tous, bienvenue sur cette webconférence qui s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la qualité de vie au travail organisée par l'ANACT. La thématique de notre webconférence de ce soir est 5 questions clés pour manager à l'heure de la reprise. Je vais être en charge d'animer ce temps-là avec une structuration et un temps d'animation autour de 5 questions qui permettront à M. Vernin et à M. Belusset de nous faire part de leur expérience, des enseignements qu'ils tirent un peu à chaud autour de la crise sanitaire qu'ils viennent de traverser. Alors, ces 5 questions, vous les avez affichées à l'écran. Un premier temps qui consistera peut-être à nous intéresser à la question et à la problématique du management en situation de crise, puisqu'on fait l'hypothèse que dans des situations de crise, et la crise sanitaire nous l'a bien montré, qu'il y avait sans doute en termes de management des particularités, des façons de faire, des modalités spécifiques. Et autour de cette question de la gestion de crise, on partagera avec nos deux invités leurs premiers enseignements. Deuxième question, et on rentrera là dans un niveau un peu plus de précision, on examinera et on regardera la question de la mise en œuvre des mesures de prévention, notamment face au risque de transmission de la Covid-19, et on regardera comment effectivement se posent du point de vue managérial peut-être des tensions, des questions, des difficultés sur le maintien, la continuité de l'activité, tout en étant attentif à la santé de ses collaborateurs et à trouver un juste équilibre entre cet impératif de prévention des risques et puis ces exigences de production. Troisième axe de question qui correspond, nous semble-t-il, au regard des retours que l'on a à une problématique importante émergente de cette crise, c'est la question des réponses aux attentes, aux questions et aux besoins de soutien des collaborateurs. On peut dire que le management est traditionnellement dans une posture et dans une attention effectivement aux questions de soutien et de régulation, mais on fait l'hypothèse que dans cette période-là, ces besoins-là sont un peu exacerbés et que du coup, on a quand même un certain nombre d'attentes et de besoins en termes de soutien managérial. Quatrième axe, la question de la reconnaissance et de la prise en compte de l'engagement des personnes. On a vu effectivement durant cette période beaucoup d'engagements, d'initiatives, de collectifs de travail qui ont pris en charge et qui ont mis en œuvre un certain nombre de mesures qui, dans des logiques un peu d'autorégulation, ont fait face à des situations un peu imprévues. Ça sera intéressant de voir, déjà d'examiner un petit peu ces mécanismes-là et puis de voir comment l'entreprise, à court et à moyen terme, a peut-être des leviers pour reconnaître cet engagement-là. Et puis on terminera par une question qui est elle aussi complètement d'actualité, qui croise un peu la question de la résilience organisationnelle, c'est de se dire quelles sont un petit peu les tendances demain en termes de management qui vont peut-être sortir et émerger de cette période-là. Et à travers ce témoignage de 2 PME, ça sera intéressant de voir comment, dans l'une et dans l'autre, avec 2 secteurs d'activité très différents, il y a peut-être déjà des pistes de réflexion sur des évolutions du point de vue organisationnel et managérial à envisager. Voilà pour ce qui est de l'animation. L'idée étant de vous présenter rapidement peut-être nos 2 interlocuteurs pour ne pas passer trop de temps à décrire un peu leur activité, leur métier. Vous avez 2 planches qui visent un peu à présenter de façon synthétique ces 2 entreprises. Alors, côté transport, Daniel Edémond, donc on est bien là dans le secteur du transport et de la marchandise. Monsieur Vernin, son dirigeant, nous donnera des éléments un peu de précision peut-être sur la nature de cette activité, mais transport général de marchandises, avec également un atelier de réparation et d'entretien, une PME de 150 salariés avec 115 chauffeurs, une localisation à Rouen. J'ai envie de dire 3 éléments peut-être significatifs. Monsieur Vernin, vous me dites si ça colle un peu à quelques éléments significatifs, mais
une entreprise familiale qui est en développement, qui est déjà sensibilisée aux enjeux de prévention des risques et qui a une antériorité autour de la prise en compte de ces enjeux-là, et une direction qui est en place depuis déjà un certain temps, puisque vous avez fait votre parcours en étant déjà salarié dans cette entreprise avant d'en prendre la direction. Voilà, Monsieur Vernin, cette photo d'identité vous va bien? Pas Tout à d'éléments fait. complémentaires? Tout à fait. Non, non, elle correspond exactement à ce que vous venez de dire, hein. C'est vraiment une entreprise familiale qui a été créée en gros en 1936 et qui a évolué au fil du temps avec des reprises par des salariés qui étaient en interne. Donc c'est vraiment familial et on tient à garder cet esprit familial. Très bien. Voilà, donc à côté de vous, vous aurez donc Monsieur Bolusset. Hop, je suis allé un petit peu vite. Donc l'entreprise, là on est plutôt dans le domaine de l'industrie, de la production et la commercialisation de stores. C'est un groupe et on est dans la filiale France du groupe Schenker Store, qui est un groupe suisse avec 3 sites de fabrication, dont un situé à Tanvilliers. Donc l'activité, c'est plutôt, Monsieur Bolusset, conception, fabrication, commercialisation de stores, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, avec une spécialité qui est plutôt marché de haut de gamme, avec de la fabrication sur mesure. Et là aussi, quelques éléments, je dirais, de signes particuliers que moi j'ai relevés quand on a préparé ce webinaire. Un plan de modernisation qui est engagé, c'est-à-dire voilà, une industrie qui est en train de se moderniser avec un certain nombre d'investissements. Un plan d'action, notamment sur le plan managérial conséquent avec la de l'encadrement intermédiaire. Et puis là, contrairement à Monsieur Vernin, une direction plutôt récente, puisque vous-même, vous êtes en place depuis mars 2019. Donc, voilà, une configuration qui est assez différente de la précédente. Est-ce que vous vous reconnaissez là aussi, Monsieur Bolusset, dans cette photographie rapide? Oui, oui, tout à fait. Vous avez très bien résumé la façon dont la société est organisée aujourd'hui. Très bien. Et on aura du coup aussi un peu quelques éléments autour des problématiques de management en lien avec des problématiques liées à des particularités culturelles, puisque vous appartenez à un groupe avec un site en Allemagne, un site en Suisse et un site en France, et avec du coup peut-être des problématiques aussi liées à la culture qui, dans cette période, est intéressante d'analyser. Voilà, écoutez, je vous propose, sans trop attendre, de démarrer. Juste rappeler que la SQVT se fait en partenariat avec un certain nombre d'acteurs que vous avez ici sur cette slide affichée. On les remercie pour leur soutien pendant cette semaine de la qualité de vie au travail. Alors, j'ai envie d'adresser ma première question à Monsieur Bolusset. Donc, Monsieur Bolusset, quels sont peut-être autour à l'issue de la période que vous venez de traverser, si vous aviez quelques éléments à mettre en avant sur les particularités liées au management en situation de crise. Vous avez été confronté effectivement à une situation inédite. Quels sont un petit peu les premiers enseignements que vous tirez de ce management en situation de crise, avec, me semble-t-il, un élément qui vous caractérisait dans ces retours, qui était de me dire, on a, face à cette situation, été aussi pas mal enclin à apprendre en marchant, parce qu'on n'avait pas forcément anticipé ce qui allait nous arriver. Oui, tout à fait. Effectivement, nous avons traversé une situation qui était tout à fait inédite, puisque nous sommes habitués dans l'entreprise au traitement des risques professionnels, mais qui sont généralement des risques classiques, les risques de chute, les risques de projection de corps étrangers dans les yeux, etc. Et là, on a dû faire face effectivement à des risques qui étaient tout à fait nouveaux et que nous n'avions pas du tout anticipés. Et par conséquent, comme vous l'avez dit, on a dû beaucoup apprendre à marcher en marchant et pour pouvoir effectivement gérer au mieux la crise. Alors, un des points qui est vraiment un des points essentiels qui a marqué cette période, la première ligne qui a été, je dirais, vraiment au contact de cette situation, ça a été la ligne managériale de premier niveau, nos encadrants de proximité, qui ont dû répondre à de nombreuses questions, à de nombreuses craintes, à de nombreuses idées reçues, à de nombreuses situations personnelles. Et parfois, nos encadrants ont été un petit peu démunis face à toutes ces questions qui leur arrivaient.
et bien entendu, ils se sont tournés vers nous. Donc, on a très rapidement, avec l'équipe de pilotage, compris le désarroi dans lequel étaient placés nos personnels, et nous avons fait un travail important à la fois d'information et de formation par rapport au Covid pour que justement les encadrants soient le mieux que possible enclins à répondre aux questions de nos opérateurs. D'accord. Donc, un point clé que vous retenez, c'est le rôle clé de l'encadrement intermédiaire et le besoin de le soutenir, de l'accompagner, notamment pour qu'il puisse remplir un peu des missions autour de l'information, du soutien, de la communication auprès des équipes. Oui, absolument, absolument. Alors, nous sommes également allés régulièrement au contact des élus à travers le CSE et notamment dans les différentes démarches qui ont été les nôtres. Nous avons soumis le CSE à de nombreuses consultations par rapport aux décisions que nous avons prises régulièrement. D'accord. Très bien. Monsieur Vernin, même question. Est-ce que parmi les premiers enseignements autour de manager en situation de crise, ça suppose peut-être de répondre à quelques points de passage essentiels ou quelques principes ou leviers clés? Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à cela concernant votre entreprise? Donc nous, déjà, la première décision qu'on a prise, c'était de se dire, face à cette crise, est-ce qu'on n'accompagne pas, dans la mesure où l'ensemble, je dirais, de nos collaborateurs terrain, hein, quand je parle de collaborateurs terrain, c'est tous nos conducteurs, qui eux étaient en contact direct et en première ligne face à cette épidémie, à ces risques. Donc nous avons décidé donc de continuer, mais avec des précautions, hein, c'est-à-dire que on avait déjà anticipé la crise, c'est-à-dire que quand elle a été vraiment en place, on n'a pas été, je dirais, forcément débordé par tout ce qu'on pouvait leur mettre à disposition, c'est-à-dire en protection, c'est-à-dire que ce soit les gants, que ce soit les masques, que ce soit le gel hydroalcoolique, que ce soit les désinfectants camions, tout ça, on avait anticipé. On avait anticipé aussi leur passage à la société, hein, parce qu'on avait très vite vu que la première des choses, c'était d'abord de les accompagner, qu'ils ne se sentent pas seuls, d'être présents, voilà, et de beaucoup les rassurer. Hein. C'était cette peur-là qui était présente en eux. Donc, tout bêtement, hein, ce qui les a plus rassurés et qui forcément n'était pas quelque chose qui était, je dirais, fiable à 100%, mais très rapidement, c'est-à-dire, je crois, autour du 16 ou 17, plus personne ne rentrait dans les bureaux et on avait mis une prise de température à toutes les personnes. Et le peu de fois où un conducteur, par exemple, on mettait 10 secondes pour lui prendre la température, chef, la température, vous ne l'avez pas prise. Et même si c'est des cas à titre indicatif, voilà, on a très vite compris qu'il fallait qu'on soit rassurant et qu'on puisse mettre tout en place pour les rassurer. Ça, c'était être à leur écoute, l'écoute du terrain, voilà, tout ça. D'accord. On reviendra sur les mesures de prévention qui ont été plus particulièrement mises en place et comment c'est venu percuter peut-être votre organisation du travail et ces aspects-là. Là, on était plus sur une question un peu générique. Des éléments complémentaires, Monsieur Belusset, sur ces aspects un peu managés en situation de crise. Est-ce qu'il y a d'autres points qui vous sembleraient intéressants de nous communiquer? Je crois que M. Vernin l'a souligné, aller au contact des personnels au niveau des ateliers, répondre aux questions, être présent, être à l'écoute et pouvoir donner les informations que les gens attendent. Ça a été vraiment des points clés qui ont été très bien relayés chez nous. D'accord. Et si je peux me permettre juste de rajouter, c'est par exemple le fait de mon poste de direction, je l'ai abandonné, hein, je dis bien je l'ai abandonné, c'est-à-dire que je me suis mis directement au centre de mon exploitation pour les accompagner au plus près du terrain. Ça a été quelque chose qui tout de suite les a rassuré aussi bien les collaborateurs en voyant avec eux au milieu dans la bagarre que de rester un petit peu isolé au premier étage dans mon bureau. Donc cette première démarche, ça a été tout de suite le premier jour, hop, j'ai pris place et je me suis mis au milieu en opérationnel. Au plus près du terrain. Voilà. D'accord. Très bien. Écoutez, merci à vous deux pour ces premiers éléments. Peut-être
Voilà, quelques éléments complémentaires et notamment vous mettre en perspective aussi des éléments liés à un sondage que nous avons, conduit dans la période autour de cette problématique du management en situation de crise. Alors, il y a un premier point sur lequel vous avez un peu insisté l'un et l'autre, qui est la question de la communication, hein, et effectivement, y compris les enseignements qui préexistaient avant le Covid et toutes les gestions de crise, hein, qu'on peut avoir, notamment dans l'industrie, dès lors qu'on est confronté à des situations un peu inhabituelles, des problématiques d'accidents ou des choses comme ça. On voit bien qu'il y a des enjeux de communication, aussi bien sur l'interne que sur l'externe, hein. Vous l'avez pas peut-être souligné, Monsieur Vernin, mais il me semble que dans la préparation, vous aviez insisté sur le fait qu'au-delà de communiquer auprès de vos salariés, d'être rassurant vis-à-vis de vos salariés, il y avait aussi ce souci de communiquer avec vos partenaires, vos clients et les gens avec lesquels vous étiez en interaction. Donc, voilà, cet aspect communication, avec y compris bien expliciter le sens et les orientations prises par l'entreprise, avec notamment concernant votre entreprise de transport aussi le choix de maintenir l'activité, et donc qui nécessitait aussi de donner du sens et d'expliquer cette raison d'être. La question de la révision. Pardon. La première communication qu'on avait fait avec les clients, c'est de leur dire, voilà, on sera à votre côté et on évoluera avec la crise et en fonction de la crise et à vos côtés. Donc là, on avait contacté tous nos principaux clients pour leur dire, voilà, ne vous faites pas de soucis, on sera présent et on vous abandonnera pas. Donc c'est aussi de la communication extérieure, tout à fait. Alors, 4 ou 5 autres points clés sur lesquels on reviendra, mais issus des retours d'expérience que l'on a. La question des processus de décision, qui semble aussi être revisité avec la nécessité, vous l'avez dit l'un et l'autre, d'aller au plus près du terrain, peut-être d'avoir des logiques de décision un peu plus issues des échanges avec vos collaborateurs, en tout cas d'être un peu plus dans la réactivité, la flexibilité par rapport à ça, la flexibilité aussi de l'organisation du travail. Vous y reviendrez peut-être avec la question suivante. Et puis l'anticipation, vous nous en avez parlé, quand elle est possible. Et cette anticipation ne veut pas dire la nécessité de trouver peut-être des réponses un peu inédites à des problèmes inédits, comme vous nous l'avez dit l'un l'autre. Alors voilà, quelques éléments de sondage que vous voyez aussi pour éclairer ça. Dans 95% des cas, on a bien eu une logique d'adaptation qui s'est mise en œuvre, avec des adaptations concernant notamment les processus de production, l'organisation du travail, la redéfinition des objectifs, voire une évolution des tâches et des missions pour des proportions qui sont relativement importantes. Alors peut-être, Monsieur Vernin, on peut continuer avec vous, puisque vous avez commencé à avancer sur ce registre-là. C'est de regarder peut-être un peu plus dans le détail les mesures de prévention qui ont été mises en place et comment finalement vous avez réussi à mettre en place ces mesures-là sans trop affecter, j'ai envie de dire, le bon fonctionnement de l'activité. Alors, vous nous avez déjà donné un élément qui était l'anticipation. Avant même le confinement, il y a des choses qui ont été prises. Est-ce que vous pouvez nous redonner 2-3 éléments sur comment vous avez pu travailler sur une mise en œuvre de ces mesures-là et ne pas trop affecter l'activité? Alors, dans un premier temps, quand on a pris la décision avec l'ensemble des collaborateurs, on a fait ça un petit peu de façon collégiale aussi. La priorité, ça a été bien évidemment, on va continuer, on va assurer le service, mais sans mettre surtout en danger la santé de nos salariés. Donc, le premier point, c'était de dire on continue comment, avec qui et avec quels moyens. Donc, la première des choses, c'est qu'on a commencé à regarder, parce qu'on connaît très très bien notre personnel, tous les personnels à risque, c'est-à-dire que tous les gens qui avaient des problèmes de santé, des problèmes parentaux, voilà, toutes ces personnes-là ont été contactées, toujours individuellement, de façon à ce que on prenne bien, je dirais un petit peu, c'est le cas de dire, la température, et on a essayé d'adapter, je dirais, la continuité de l'entreprise en fonction des disponibilités et des désirs de notre personnel. Il faut savoir qu'il y en a qui avaient peur, il y en a qui avaient des problèmes de santé. Donc, on a tenu compte de tout ça. Et on a réussi, grâce à cette discussion, à cette connaissance de notre personnel, à gérer au mieux, mais je dis bien au mieux, on ne peut pas dire qu'on a maîtrisé tout ça, mais gérer au mieux. La grosse difficulté qu'on avait, c'est-à-dire que on était complètement imprégné par cette volonté
Par contre, on était au début, tout du moins au début de la crise, pendant au moins les 15 premiers jours, on était en complet décalage entre ce qu'on mettait nous en place, ce qu'on imposait à nos conducteurs et à notre personnel, et ce qu'on rencontrait, je dirais, à l'extérieur, hein, sur des bases, chez des clients et ainsi de suite, où à un moment, les conducteurs nous disaient, mais Jean-Luc, tu es fou. Non, on n'est pas fou. Et on s'est aperçu que dans le temps, on n'était pas fou. Il y avait ce décalage, et ça, c'était un petit peu une des complications pour nous, pour faire comprendre aux conducteurs que si on voulait perdurer dans le temps et faire passer la société à travers la crise, il fallait qu'on respecte impérativement ces gestes barrières. Et là, on a été en décalage pendant une bonne quinzaine de jours. D'accord, d'accord. Donc l'adaptation, la prise en compte des problématiques individuelles, le soutien qu'on a déjà évoqué, et une problématique particulière, c'est vous êtes inscrit dans une chaîne de valeur avec effectivement des clients, des partenaires, des fournisseurs, et ça n'est peut-être pas nécessairement quelque chose qui est cohérent avec les mesures que vous avez pu prendre. Qui au départ n'était pas forcément une priorité pour eux non plus. Donc c'est pour ça aussi, parce que quand ils en ont pris conscience, ça s'est rectifié très rapidement. D'accord. Monsieur Belusset, peut-être des éléments complémentaires, et ça me permet d'introduire une première question de Sarah qui est aussi dans cette période-là et sur ce sujet-là. Comment vous avez travaillé aussi avec vos partenaires sociaux, avec le comité social et économique en particulier, qui est un interlocuteur du coup privilégié avec lequel, me semble-t-il, les contacts et les modalités de travail ont été renforcés et un peu renouvelés dans la période, quoi. Absolument. Alors, nous avons eu une approche un petit peu différente de celle évoquée par mon collègue, puisque l'approche que nous avons eue chez Schenker Store, elle a été majoritairement collective. En effet, dès la semaine 12, nous avions la chance d'avoir sur site un partenaire avec lequel nous travaillons sur des questions d'ergonomie, c'est la société Pacte, dirigée par M. Schweiger, et nous avons rapidement réorienté la mission de ce partenaire pour justement, dès la semaine 12, nous concentrer sur la préparation des conditions de reprise. Ce qui nous a permis, au sein de nos ateliers, de mettre en œuvre des groupes de travail avec à la fois la maîtrise que nous avions au préalable informée et formée et l'ensemble des opérateurs. Et nous avons pu travailler sur des mesures tout à fait pragmatiques à mettre en œuvre à la fois dans les ateliers et dans les bureaux pour se protéger du Covid. Alors, ces mesures, on les a caractérisées ou critérisées en 3 grandes catégories. La première catégorie, tout ce qui touche à l'hygiène individuelle, le lavage des mains, la désinfection effectivement des mains ou d'autres éléments. La deuxième chose, la désinfection de tout ce qui est matériel commun. Donc, ça pouvait toucher les outillages communs des opérateurs. Ça a pu être pris en charge par des prestataires, notamment dans tout ce qui était hygiène des locaux, voire des questions purement d'organisation. Est-ce que des portes aujourd'hui qui sont habituellement fermées peuvent rester ouvertes pour éviter qu'on vienne toucher les poignets? Et le dernier élément sur lequel nous avons travaillé, c'est la distanciation sociale. Donc, nous avons mis en place à la fois des éléments matériels collectifs, chaque fois qu'il était possible de le faire, voire des éléments de protection individuelle, le port du masque lorsque 2 collaborateurs ne pouvaient pas être suffisamment espacés. Et le dernier élément en termes de distanciation sociale, eh bien, ça a été des éléments organisationnels où les équipes ont été déphasées pour ne pas se croiser à l'interposte. D'accord, d'accord. Alors, au-delà de ces mesures techniques, organisationnelles qu'on a entendues aussi dans d'autres entreprises, moi, j'aimerais bien peut-être que vous développiez un tout petit peu la question de la démarche ou de la méthode, en tout cas, mis en œuvre pour opérer ces adaptations, ces ajustements un peu poste par poste, hein, situation de travail par situation de travail. Vous avez évoqué des groupes de travail, vous avez du coup, on le sent, mis en œuvre une démarche un peu participative. Absolument. Pour ajuster, adapter vos protocoles de santé, sécurité aux réalités du terrain. C'est bien ça. Absolument. Ce qu'on a voulu, on n'a pas voulu dicter des règles du haut vers le bas qui auraient peut-être été difficiles dans leur mise en œuvre, peut-être pas forcément comprises de la part de nos opérateurs. Ce qu'on a souhaité faire, on a souhaité effectivement que les choses émanent du terrain à travers une bonne compréhension de la situation et que tout cela puisse déboucher sur des mesures concrètes décidées par les gens, qui soient des mesures de protection adaptées et surtout que ces mesures de protection puissent être durables dans le temps. D'accord. Alors, on a parlé des partenaires sociaux. Alors, Monsieur Vernin, vous ne l'avez pas évoqué, mais vous avez eu, vous aussi, une dynamique d'échange avec vos élus sur la période, hein, on est d'accord?
Tout à fait. On a échangé énormément. Alors, on échangeait soit en direct, soit par l'intermédiaire des, comment s'appelle, des délégués aussi qui étaient présents, sachant que à la différence de Monsieur Bolusset, j'ai pas mes hommes sous la main. C'est-à-dire que une fois qu'ils sont partis, ils sont sur la route et la complexité était plus importante parce qu'il fallait arriver à communiquer, mais il fallait surtout arriver à faire des rotations. Donc ça veut dire qu'il y avait surtout un esprit de justice, c'est-à-dire qu'on faisait rouler à un moment 30 conducteurs. 15 jours après, on arrêtait 30 conducteurs, on refaisait passer 30 conducteurs, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, peut-être que les représentants du personnel étaient eux aussi à l'arrêt, parce qu'on s'est aperçu que 15 jours, c'était quand même compliqué et qu'au-delà de 15 jours, on commençait à avoir une lassitude, une fatigue et qu'on les mettait en danger. Donc, on a essayé de communiquer avec les représentants, oui, mais surtout de communiquer individuellement, de prendre le temps de les recevoir chaque fois qu'ils passaient à la société, leur expliquer, leur répéter, leur rabâcher, et ainsi de suite, de façon à ce qu'ils prennent conscience à un moment que j'étais pas derrière eux en permanence, que je pouvais pas faire la nounou, mais qu'il fallait qu'ils soient responsables et qu'ils soient surtout civisme dans leurs actes. C'est surtout ça. On voit bien que ces enjeux, alors c'est plus que de la communication, hein, c'est vraiment du dialogue, de l'échange à partir du terrain, des contraintes de terrain, à la fois avec les représentants des salariés et de manière directe dans le cadre d'un dialogue professionnel avec les représentants, avec les salariés eux-mêmes. Alors peut-être quelques éléments de synthèse et complémentaires à ce que vous évoquez là autour de ce sujet un peu particulier qui est celui de la prise en compte des mesures de sécurité. Voilà, je vais reprendre la main sur les slides. Voilà, alors peut-être en synthèse sur ce volet, un élément du sondage que l'on a réalisé qui montre que effectivement c'est un peu ce que vous disiez, Monsieur Vernin. Le premier souci, ça a été quand même de préserver la santé des salariés dans la période et que cette prise en compte de la santé était même une condition sine qua non au maintien ou à la reprise d'activité. Et que globalement, les retours que l'on a vont plutôt dans le sens de l'employeur a mis en œuvre, effectivement, on a 81% des personnes qui estiment que les mesures mises en œuvre par leur employeur sont suffisantes. Alors, ces mesures techniques, organisationnelles et managériales sont adaptées. Vous avez l'un et l'autre pas mal insisté sur, au-delà de lignes directrices, de protocoles, de recommandations émanant de la branche ou des fiches métiers qui ont pu être produites, il y a, en fonction des contextes et des situations, des enjeux d'adaptation. L'approche concertée, avec les parties prenantes extérieures, Monsieur Vernin, vous en avez parlé, avec vos salariés, vos représentants, aussi avec les préventeurs. Monsieur Bolusset, on l'avait évoqué, mais vous y reviendrez sans doute. Vous me disiez qu'un élément qui avait peut-être un peu bougé, c'est que vos managers et vous-même aviez engagé peut-être des coopérations de nature un peu différente avec la médecine du travail, par exemple. Ça a été là l'occasion de travailler, de coopérer, peut-être de manière un peu différente de ce que vous aviez l'habitude de faire. L'enjeu de l'accompagnement des équipes et de formation, Monsieur Vernin disait on n'est pas derrière eux, entre guillemets. On voit bien que derrière ce message-là, il y a aussi comment il faut faire preuve de pédagogie pour expliciter, rappeler et donner du sens aussi et aux consignes qui sont prises. Les logiques de suivi et d'ajustement des protocoles. Alors là, on voit bien avec les entreprises qui ont déjà un peu redémarré et puis les mesures qui s'allègent un petit peu, il y a des adaptations et des ajustements qui sont opérés et qui passent aussi par des phases de nouvelles consultations avec les CSE. Un point sur lequel on reviendra peut-être avec la question suivante, c'est attention à ne pas oublier les autres risques professionnels. On parle beaucoup effectivement de la prévention de la transmission. Les mesures, Monsieur Bolusset, que vous nous rappeliez, étaient essentiellement autour de ça. Évidemment, quand vous évoquez la question du soutien, de l'appui, on voit bien qu'il y a aussi de la prévention du stress, des risques psychosociaux, et puis les autres risques professionnels qu'il ne faut pas oublier dans cette période-là. Le soutien de l'encadrement, on en a parlé, et les enjeux d'adaptation et de concertation, on les retrouve bien dans vos témoignages. Alors peut-être troisième axe de questions maintenant, et je vais commencer par vous, Monsieur Vernin. Alors, vous avez déjà dit des choses, peut-être là suffira-t-il de repointer 2-3 éléments que vous avez déjà signalés, mais finalement, comment répondre aux inquiétudes et aux besoins de soutien de ces collaborateurs dans cette période?
là où il y a de l'anxiété, là où il y a des questions, notamment quand l'activité se prolonge, notamment quand il se trouve confronté à des situations de déchargement ou de chargement où toutes les mesures ne sont pas forcément à la hauteur de vos attentes. Donc, est-ce qu'il y a 2-3 mesures concrètes là que vous pourriez évoquer sur comment vous avez géré ces enjeux un peu de soutien et d'appui à vos équipes et aux conducteurs en particulier? Alors, je l'ai géré tout à fait personnellement, hein, puisque j'avais pris en charge ce poste-là. Mes premiers outils, ça a été téléphone et mail. Et tous les matins, j'étais en contact avec mes conducteurs hein, qui étaient sur la route, parce que c'est eux qui étaient, dans un premier temps, principalement concernés. Et on avait toujours des échanges informels. Et ils savaient qu'à tout moment, quand ils se sentaient en insécurité en arrivant chez un chargeur, alors là, je cite pas des exemples, mais il y en aurait qui seraient atroces, ils m'appelaient, je prenais le relais, hein, et j'appelais directement les directions qui étaient concernées, ainsi de suite. Et globalement, je dirais à 80%, toutes les fois, une solution a été trouvée. Toutes les fois. Ça, c'est la première chose que j'ai faite et qui était… Partir de situations concrètes de blocage, de points de tension. Alors, blocage, non, vous venez réguler, vous venez essayer de trouver des solutions avec les différentes parties prenantes et en particulier vos clients en l'occurrence. Oui, c'était les clients où, par exemple, quand vous arrivez sur une base, que vous devez livrer sur une base, vous n'êtes pas les seuls, hein, on n'était pas les seuls à travailler. Et alors, il y avait toutes ces préconisations. Et puis, vous arriviez, on vous mettait dans un bureau de 4 mètres carrés où vous étiez 15 chauffeurs, 15 conducteurs, Donc là, ça devenait insoutenable par rapport à nous, ce qu'on leur préconisait. Donc, automatiquement, on appelait la direction, on appelait le client, la direction. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, dans les dizaines de jours, tout s'est régulé, tout s'est mis en place parce qu'on a vu l'importance. Ça, c'était la première des choses. La deuxième chose, c'était au niveau de mon exploitation. Et l'exploitation, je leur ai demandé que vous vous occupez uniquement, j'ai bien dit uniquement, je dirais, de répondre à vos clients. Tout ce qui était difficulté de déchargement, je répondais à tout ça et je prenais en charge. Et aussi, j'essayais d'alléger au maximum tous les conflits qui naissaient suite à des incivilités, à des problèmes d'accueil. Voilà. Et la troisième chose, c'est que je m'étais dit, nos conducteurs, surtout dans la première semaine, ne trouvaient plus de toilettes, ne trouvaient plus rien à manger, rien du tout. Donc, ce qui a été, ça a été de créer un réseau très, très rapide avec d'autres partenaires transporteurs. Et tout de suite, je me suis inscrit sur une liste où on était entreprise d'accueil. C'est-à-dire que les conducteurs arrivaient le soir, on leur offrait l'hébergement, on leur offrait la douche. S'il fallait, on allait leur chercher parce qu'il n'y avait pas grand-chose, mais une pizza ou des choses comme ça. Voilà. Et ça, vu que j'avais des conducteurs, je l'ai fait parce que je voulais qu'on le fasse à mes conducteurs s'ils étaient en difficulté sur la route. Ça a très bien fonctionné. Donc là, on est bien dans des stratégies un peu d'adaptation, d'innovation, où on met en place des choses qui ne sont pas habituellement en place. Et les 2-3 points que vous évoquiez, c'était aussi comment reprioriser l'activité, lever certaines contraintes et réguler des problématiques qui pouvaient se poser à vos conducteurs en particulier. Monsieur Belusset, est-ce que chez Schenker Store, il y a des choses de ce type ou comment vous avez-vous répondu peut-être à ces enjeux de soutien qui ont été exacerbés par la crise? Eh bien, il fallait être présent, savoir écouter, apprécier les risques, faire preuve d'ouverture parfois lorsque des situations n'étaient plus adaptées et pouvoir faire évoluer le dispositif. Si je prends l'exemple d'un travailleur semi-isolé qui se situe devant une cabine de peinture, qui décroche des pièces à la sortie d'un four, il est déjà au contact d'une chaleur qui est importante par rapport au processus. Eh bien, s'il est seul, on nous a fait, par exemple, la proposition qu'il puisse peut-être s'affranchir du masque. Effectivement, s'il est seul, il est forcément en distanciation. Pourquoi lui imposer un masque alors qu'il a déjà des contraintes de travail qui sont relativement difficiles? Donc, c'est à travers ce genre de dialogue, c'est à travers ce genre d'écoute, à travers l'évolution du dispositif qu'on a pu soutenir au mieux les collaborateurs qui sont les nôtres. D'accord. Vous avez aussi évoqué, quand on a préparé cette webconférence, n'oublions pas que vous êtes dans la région Grand Est, qui est donc une région qui a particulièrement été touchée
par l'épidémie. Et il y avait aussi peut-être du coup ces enjeux un peu de rassurer, de répondre à des inquiétudes, à des questionnements. Enfin, finalement, l'employeur a aussi joué un rôle en termes de mise à niveau de l'information et l'attitude que vous avez eue à peut-être aussi, on y reviendra autour des enjeux de reconnaissance ou de faciliter un peu à lever certaines craintes par rapport à la continuité de l'activité, puisque vous avez arrêté que 15 jours, me semble-t-il, chez vous. Oui, c'est cela. Nous avons arrêté semaine 13 et 14. À partir de la semaine 15, une permanence de l'ordre de 20% de l'effectif nous a rejoints. Puis après, nous avons démarré 50%, 80%, etc. Mais effectivement, les mesures que nous avons mises en œuvre, qui ont été discutées avec notre prestataire, qui ont été discutées avec les gens, n'ont jamais été limitatives à l'entreprise. Elles ont pu s'appliquer dans la vie de tous les jours, lorsqu'on se rend au supermarché, lorsqu'on partage avec ses voisins ou lorsqu'on se déplace en ville. Donc, on a eu à la fois un rôle au sein de l'entreprise, mais également un rôle sociétal d'essayer de conseiller au mieux nos gens comment se comporter dans cette période que nous avons traversée, finalement, dans la vie de tous les jours. Okay. Je voulais juste rajouter un point, moi, que j'ai omis de citer tout à l'heure dans toutes les incertitudes et les difficultés qu'on a rencontrées. C'est-à-dire que quand l'annonce du président Macron nous a été faite le lundi 16, le mardi 17, tout fermait, donc on a eu ces problématiques-là. J'ai pas réagi tout de suite, c'est-à-dire que on a été dans le présent, mais très vite on a été rattrapé par le présent et par ces difficultés de nourriture, des difficultés sanitaires. Et la première chose que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai pris le téléphone et je me suis adressé à la députée qui s'adresse, qui est politique, hein, qui est sur notre secteur, et je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle m'a écouté. On a discuté presque pendant 2 heures pour bien comprendre le problème, la problématique. Et il s'est avéré que je lui ai fait un mail aussi. Et il s'est avéré que ce qu'on n'écoutait pas parler, ça on était le mardi, le mercredi, à partir du jeudi midi, on commençait à parler un petit peu des difficultés des conducteurs que rencontraient, ainsi de suite. Et tout s'est remis en marche progressivement. Et là aussi, le mail que j'ai fait aux députés, en communication, je l'ai adressé je l'ai affiché dans notre salle conducteur, ce qui fait que mes conducteurs, quand ils sont rentrés le vendredi où ils étaient complètement désemparés, Jean-Luc, on peut plus se laver, machin, et ainsi de suite, a fait qu'ils ont vu qu'on avait agi à côté, qu'on avait parlé d'eux et qu'on s'était occupé de leur cas. Et là, je tiens à remercier quand même la personne qui travaillait, qui était en collaboration avec Madame la députée, parce que pendant au moins une quinzaine de jours, on était 2 à 3 fois par semaine ensemble pour évoquer la situation. Et ça, c'est important parce que nous, on sentait un soutien, quoi. Voilà. Okay. On critique facilement les politiques, mais voilà. Donc, okay. Mais merci, Monsieur Vernin. Ça fait la transition sur la question d'après, qui est plutôt sur la question de la reconnaissance et des marques de reconnaissance. Et puis, vous insistez là aussi à travers vos 2 dernières prises de parole sur l'ancrage territorial d'une PME et l'importance effectivement de cet ancrage-là. Alors, juste deux ou trois éléments, là aussi encore en synthèse de cet aspect soutien. La question de l'écoute, d'être à l'écoute du terrain, d'échanger, on l'a largement évoqué. Monsieur Vernin, vous évoquiez l'idée de lever des contraintes, d'apporter des ressources, de réguler des problématiques de charge de travail. Il y a la question de la prise en compte des situations personnelles. On n'a pas beaucoup évoqué ça, mais la problématique de la santé émerge un petit peu aussi dans les pratiques managériales, ou comment les personnes fragilisées, les personnes résidant loin de leur domicile, s'est posé la question de manière beaucoup plus individuelle de leur retour ou pas au travail. Et cet enjeu ou cette nécessité de prendre en compte un peu la composante individuelle nous semble en tout cas être plus dominante et s'inviter dans la relation managériale. Et puis, le rôle clé, on l'a déjà dit, de l'encadrement. Vous voyez les éléments du sondage, 74% des salariés se sont sentis soutenus par leur manager dans la période, avec là aussi pas mal d'échanges et de discussions. Alors, Alexandra nous invitait à aller sur le sujet de la reconnaissance. Allons-y, c'est notre question suivante. Peut-être je vais commencer par Monsieur Belusset. Donc, comment reconnaître l'engagement au travail de vos collaborateurs dans cette période-là, et y compris, c'était une question d'Evelyne, alors je ne sais pas si vous avez été, vous, dans cette situation-là, mais beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui confrontées au fait qu'il y avait des gens, je dirais, en première ligne, entre guillemets, qui ont été en continuité d'activité un peu plus exposés au risque, et puis d'autres qui ont été
pour raison de santé ou parce que la nature de leur activité le permettait, peut-être en télétravail. Il y avait aussi des situations de garde d'enfants. Donc, comment un peu ces questions de diversité de situations à gérer, cet engagement auquel les salariés ont fait preuve dans la période, est-ce que ça vous a interrogé et comment vous avez ou pas travaillé sur cette problématique de la reconnaissance de vos collaborateurs? Alors, au niveau de la reconnaissance, pour les opérateurs qui sont revenus dès la semaine 15 pour assurer une permanence pour la partie service, nous avons décidé d'allouer une prime de l'ordre de 80 € par jour pour effectivement le fait d'être revenu avant les autres et d'avoir un petit peu essuyé les plâtres par rapport aux mesures qui avaient été mises en place. Alors, ce qui est tout à fait singulier, c'est qu'on n'a pas contacté nos opérateurs en leur disant que s'ils revenaient au travail, ils auraient une prime. On les a laissés libres de revenir au travail, et pour ceux qui étaient revenus à l'issue des premiers jours, on les a informés effectivement qu'une prime leur serait versée. Donc on n'a pas mis la pression aux gens sous l'effet d'une prime moyennant le retour au travail, mais on a un petit peu laissé les gens libres de revenir et on a récompensé ceux qui sont revenus. Mais au-delà de la prime qui a été donnée sur la première semaine de travail, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'au fur et à mesure des semaines, lorsque de plus en plus de gens sont rentrés, que les gens ont vu tout ce qui a été mis en place par rapport à ce qui avait été discuté avant leur départ, par rapport aux discussions qu'ils ont pu avoir vis-à-vis de leur famille, de leurs amis, qui avaient effectivement fait d'autres expériences dans d'autres maisons. Il s'est avéré finalement que ce qui avait été mis en place chez Schenker était tout à fait singulier et était plutôt accueilli de façon très très positive. Et finalement, la vraie reconnaissance, elle est plutôt venue du fait de dire, eh ben finalement, notre entreprise, elle privilégie pas le business par rapport à la partie humaine, elle a bien mis en avant le respect de l'individu, le respect des valeurs humaines et la protection des salariés avant toute autre chose. Et oui, c'est quelque chose. Voilà, le fait d'avoir été assez actif sur ces enjeux de prévention des risques est aussi une forme de reconnaissance. Absolument. Et les gens, quelque part, ont eu cette fierté d'appartenir à une maison où, effectivement, quand ils sont revenus au travail, ils étaient réellement protégés, comme ils l'avaient suggéré durant les groupes de travail avant leur départ. D'accord. Alors que potentiellement, ils auraient pu penser que, ben voilà, ils avaient émis tout un tas de choses, peut-être que 10% seraient retenus, 20% seraient retenus, et qu'avant tout, on privilégierait l'activité. Eh bien, les choses se sont passées un petit peu différemment. Donc, on est reconnu parce qu'on a le sentiment d'être écouté, d'être entendu, d'être protégé, d'avoir une direction qui est attentive à ces enjeux-là et qui place en priorité ces enjeux de préservation de la santé. Monsieur Vernin, sur ces questions un peu de… Alors, juste peut-être avant, excusez-moi, Monsieur Belussel, avez-vous été confronté à des situations de télétravailleurs et de gens sur site chez vous, et est-ce que ça a pu poser ou pas des problématiques d'équité ou est-ce que ça pose aujourd'hui, à l'heure de la reprise pleine et entière, peut-être des problématiques spécifiques? Non, non, pas du tout. Effectivement, pour les gens qui avaient la possibilité, nous avons mis en place immédiatement le télétravail en attendant qu'on puisse aménager les bureaux pour recevoir les gens. Et on assiste à un certain nombre de gens qui reviennent faire des permanences et on pense que d'ici la fin du mois de juin, début du mois de juillet, le télétravail sera progressivement levé. D'accord, très bien. Monsieur Vernin, des éléments complémentaires au regard des particularités de votre secteur d'activité? Ah oui, alors là, on est complètement en opposition avec Monsieur Belusset parce que la problématique qui s'est posée chez nous, c'est-à-dire que les conducteurs étaient volontaires, étaient disponibles, voulaient s'engager. La problématique, c'est qu'on n'avait pas de travail, il n'y avait pas d'activité. Donc, faire rouler 120 camions quand vous n'avez pas de travail, c'est compliqué. Donc, la prime, bon, on n'y a pas pensé, hein, on s'est expliqué très rapidement parce que pour moi, c'était une prime de l'injustice. Hein, pourquoi on fait travailler cette personne et puis que la personne qui est à côté ne travaillera pas parce qu'elle ne veut pas, mais parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'avait pas le moyen de remplir les camions. Donc là, on a mis tout de suite l'option financière de côté, sachant que dans la dernière partie, je m'expliquerai là-dessus. Par contre, ce qu'on a fait très très attention, bien évidemment, c'est ce côté justice, c'est-à-dire qu'on a beaucoup conversé, toujours pareil dans la communication, avec des conducteurs ou des collaborateurs qui avaient des besoins, je dirais familiaux, financiers moins importants. Jean-Luc, je laisse ma place à tel conducteur, ainsi de suite. Donc on a été dans le dialogue.
tous les 15 jours, on faisait une permutation d'environ entre 20 et 30 conducteurs qui s'arrêtaient, 30 autres repartaient. Et on a essayé tout au long de la période d'avoir cette justice-là, de beaucoup communiquer. Et ça a créé en plus des liens de solidarité parce que des personnes qui ont des besoins familiaux avec 3 ou 4 enfants et des conducteurs qui, aujourd'hui, la maison est payée, les enfants sont en âge de se prendre en charge, n'avaient pas les mêmes besoins que d'autres personnes. Donc tout ça a fait que cette reconnaissance et ces prises de décision ont été énormément appréciées et on a pu se dire que l'aspect financier, et je rejoins la personne, c'est que c'est pas le plus important. Ça n'a pas été le levier le plus important et vous insistez sur ce qu'on pourrait appeler les enjeux d'équité ou de justice sociale et notamment à travers la gestion du chômage partiel, comme vous venez de l'expliquer. Et surtout, j'insiste aussi sur cette solidarité où les conducteurs sont venus nous voir. Jean-Luc, ne te fais pas de soucis pour nous. Si on ne doit pas travailler encore cette semaine, on n'a pas les besoins qu'ont certains autres conducteurs. Tu peux compter sur nous, on comprendra. Et ça, même pour un dirigeant, c'est très important. Parce que le collectif était aussi assez fort et a joué là-dessus, quoi. Le collectif est très important et on s'est aperçu que toutes ces prises de position, ils avaient un intérêt. Hein. C'était que ce soit pour les salariés, mais aussi pour moi, c'était quoi? C'était de sauver l'entreprise, c'était de faire au mieux pour qu'elle passe à travers sa crise et que chacun puisse apporter un petit peu sa contribution. Donc ça, c'est très important pour un chef d'entreprise de se savoir soutenu. Hein. D'accord, très bien. Ah. Écoutez, quelques éléments de synthèse peut-être sur ce volet un peu reconnaissance, qui est un sujet qui ressurgit là dans la période. Alors, vous l'avez dit l'un et l'autre, hein, il y a quand même l'enjeu d'être à l'écoute des attentes de chacun et de répondre aussi, au-delà de la reconnaissance, aux besoins de sens. Hein. Il me semble que par rapport aux décisions qui ont été prises, arrêter l'activité, la continuer, aux mesures qui ont été mises en œuvre, on voit bien que vous avez l'un et l'autre beaucoup insisté sur l'explicitation, la pédagogie, donner du sens aux orientations, aux décisions qui sont prises, et des besoins de reconnaissance qui sont peut-être aussi variables, hein, selon les personnes et les situations. Renvoyer des signes tangibles de reconnaissance. Alors là, vous avez sur ce slide-là une petite grille de lecture qu'on utilise, nous, dans le réseau Anactaract pour finalement se dire quels sont classiquement les leviers de la reconnaissance. Alors, il y a un levier qui est plutôt ce qu'on qualifierait celui de l'emploi, et on pense effectivement à l'aspect monétaire, et vous l'avez dit l'un et l'autre, c'est un élément mais c'est pas le seul et c'est peut-être pas forcément le plus important. Dans ce registre-là, il y a aussi des choses qui peuvent être de l'ordre de la valorisation du métier. Il me semble qu'à travers le métier de chauffeur et les initiatives, notamment quand vous nous disiez tout à l'heure, Monsieur Vernin, les contacts avec les politiques et puis le fait de montrer qu'on est là et que on parle de nous et que les métiers du transport sont au même titre que les métiers du soignant, des gens qui sont aussi en première ligne. Ça participe aussi à la reconnaissance du métier et de mon identité professionnelle. Il y a des choses qui se jouent dans les relations professionnelles. Il me semble que vous l'avez là aussi dit l'un et l'autre, hein, les postures de soutien, la confiance, la qualité des relations que vous pouvez avoir en tant que dirigeant avec vos équipes ou que peuvent avoir vos encadrants intermédiaires avec leurs équipes. C'est aussi tout simplement remercier les gens, dire merci à travers l'envoi d'un mail, à travers des marques et des signes distinctifs de reconnaissance de cet engagement dans la période, parce que évidemment la période a eu des incidences sur l'environnement, la charge de travail, et donc c'est important de renvoyer ces éléments-là. Et puis, troisième levier qui est celui directement lié au travail, c'est-à-dire les marges de manœuvre qui sont les miennes, les responsabilités qu'on me confie, l'autonomie qui est la mienne ou pas, la possibilité de pouvoir m'exprimer et agir sur mon travail, on le sait aussi, et là ça résonne fortement avec le concept de qualité de vie au travail, c'est aussi des choses qui contribuent à la reconnaissance et c'est important de le signaler dans la période. Alors, vous avez insisté, Monsieur Vernin, et vous avez raison, autour des problèmes d'inéquité et de tension qui peuvent être liés à des inégalités de traitement. C'est, je pense, une problématique importante dans cette phase de reprise, y compris entre les gens qui ont été, entre guillemets, plutôt en première ligne et d'autres un petit peu moins. Il va falloir recréer du collectif et reprendre un peu un certain nombre d'éléments autour de ces problématiques d'équité et l'égalité de traitement. Voilà, pour éclairer ça, aussi un petit élément de sondage que vous avez
sur votre droite de l'étude de YouGov de mai 2020, il y a quand même 55% des Français qui réfléchissent sur le sens de leur travail à l'issue de la période que l'on vient de traverser. C'est un chiffre qui monte à 61% pour les 18-24 ans. Donc on voit bien que il y a quand même là des vrais enjeux aussi de mettre à plat, de discuter du métier, de l'activité, du travail et de comment ça re-questionne ou pas le sens de cette activité. Alors, j'aurais juste Voilà. rajouté sur le plan financier, c'est-à-dire que pour prouver un petit peu aux collaborateurs et puis à tous les salariés, c'est-à-dire que avec le CSE, la dernière réunion qu'on a faite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le leitmotiv, c'était de se dire on sauve l'emploi, on sauve la société. Par contre, on s'est engagé en signant un document que si d'ici le 31 décembre, l'activité reprenait, c'est-à-dire que ce qui n'a pas été versé maintenant serait versé au 31 décembre. De façon à ce que l'aspect financier a aussi son importance pour les foyers aujourd'hui. Et voilà, donc on a fait cet engagement et j'espère pouvoir le tenir. Et si je peux le tenir, ça veut dire que l'activité aura repris. Voilà. Très bien. Je vous propose de passer à l'item suivant. Je vois juste une question d'Olivier, Monsieur Belusset, peut-être sur cette question de la prime et de la question de la reconnaissance monétaire, même si vous avez dit l'un et l'autre que c'était un levier parmi d'autres et que c'était peut-être pas le plus important. Est-ce que c'est des choses qui ont donné lieu à des tensions, à des réclamations ça concernait beaucoup de personnes chez vous. Enfin, en gros, est-ce qu'il y a eu débat autour de cette prime-là ou pas? Alors, il n'y a pas du tout eu débat autour de la prime, puisque lorsque nous avons redémarré l'activité pour satisfaire le service avec à peu près 20% des personnels, l'ensemble des personnels ont été approchés et ne sont revenus que ceux qu'ils souhaitaient, dans la mesure où effectivement on a pu tous les contacter. Et effectivement, à l'issue de là, nous avons décidé d'octroyer une prime aux à peu près 20% de personnel qui nous ont rejoints. Mais les autres qui avaient décidé dans un premier temps de ne pas nous rejoindre immédiatement et d'attendre un petit peu les retours des collègues n'ont pas du tout vu d'un mauvais œil qu'une prime soit allouée. Très bien. Écoutez, je vous propose, puisqu'on arrive petit à petit au terme de notre heure, il nous reste une dizaine de minutes, peut-être une dernière question un peu transversale. On a abordé la question des enseignements et du regard spécifique des questions de management par rapport à cette crise. Si vous aviez peut-être un point ou deux à retenir de cette crise et dit autrement, quelle évolution peut-être cette crise vous amène à dire, voilà, le premier bilan que l'on tire de cette période, avec ce qu'on a bien réussi, moins bien réussi, nous amène peut-être pour la suite à envisager des évolutions organisationnelles et managériales, et si oui, de quel ordre sont-elles? Monsieur Vernin, peut-être on peut commencer par vous. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez en perspective Oui, alors je vois que le temps découle, qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais essayer d'être le plus succinct possible. Nous, il y a 3 actions que pendant cette période, ça nous a un petit peu alertés. C'est-à-dire que dans un premier temps, on sait aujourd'hui qu'il y a un poste au moins qui peut se mettre en télétravail par rapport à notre activité. Donc ça, on le sait, et ça peut être sécurisant à un moment ou à un autre ou pour toute autre difficulté. La deuxième chose, c'est que j'ai pris place dans mon exploitation et je me suis aperçu quand même les problèmes courants et récurrents que rencontrait notre service exploitation, qui n'était pas forcément du tout le temps à cette période Covid. Donc, c'est la création certainement d'un poste de responsable d'exploitation qui pourra venir alléger les problèmes que rencontrent les exploitants. Et le troisième point, c'est au niveau terrain, où aujourd'hui, en collaboration et en relation, mais en relation vraiment très proche avec la CARSAT, en l'occurrence son intervenant qui est Monsieur Pérez, on a mis en place des actions de prévention sécurité, c'est-à-dire des APS, c'est-à-dire que c'est des conducteurs qui seront sur le terrain, qui vont être formés, ça a été décalé par rapport à cette période-là, et qui vont nous faire remonter à la direction tout leur ressenti sécuritaire, tout ce qui les gêne un petit peu, de façon à ce qu'on puisse mettre des actions en place. Et pour accompagner ça, pour gérer un petit peu tous ces APS, il y a ce qu'on appelle un APTR, c'est un animateur de prévention de transport routier, qui est au sein qui est un collaborateur, mais un collaborateur proche de la direction, qui va faire une synthèse de ça et qui nous permettra, je dis qui nous permettra parce que j'espère que ça se reproduira pas, mais sur une crise comme ça, d'être encore plus près de nos conducteurs
de leur apporter encore plus de solutions parce qu'ils vont nous faire remonter toutes ces problématiques qu'ils rencontrent. Voilà un petit peu les 3 points d'action qui aujourd'hui nous ont fait réfléchir et qui vont nous changer un petit peu dans notre organisation. Donc, 3 points sur l'organisation, sur les questions de prévention et aussi sur les questions de management. Voilà. Merci, Monsieur Vernin. Monsieur Bollucet, de votre côté, comment vous envisagez le monde du travail demain, comme on dit, et les enseignements que vous tirez de la période passée? Alors, on a tiré également 3 enseignements. Le premier enseignement, c'est que plus que jamais, il faut soutenir la ligne hiérarchique des managers de proximité, parce que la courroie de transmission, la courroie de communication, c'est eux. Et à travers le fait qu'ils puissent effectivement répondre aux réponses des salariés, on peut effectivement garder l'entreprise sous contrôle ou complètement la plonger dans le chaos. D'accord. Alors, je vous interromps juste sur ce point-là. Il y avait une question dans le chat d'Audrey sur ce volet-là. Concrètement, ça passe par quoi? Soutenir, accompagner, renforcer notre middle management? C'est des formations? C'est quoi? C'est des formations à la résolution de problèmes, à la communication, des formations également pour rester maître de soi en toutes circonstances, savoir dire non parfois. Non, je ne sais pas, je ne connais pas, donc je ne peux pas vous répondre, mais je vais me renseigner et je reviendrai vers vous un petit peu plus tard lorsque j'aurai la solution ou lorsque j'aurai la réponse. Donc, c'est vraiment des postures de management potentiellement à adopter et à travailler. D'accord. Alors, ça, c'était votre premier point. Les deux suivants. Le premier élément. Le second, de manière générale, on a quand même dans cette crise péché largement par manque d'anticipation, d'où l'idée de créer chez nous un nouveau processus de management qui sera dans les macro-processus de l'ISO et qui sera un processus de gestion des crises. Et dans ce processus, eh bien, on décrira, grâce à une équipe projet dédiée, comment une crise telle qu'on l'a traversée, elle peut être anticipée et comment on doit fonctionner, qui doit communiquer avec qui, qu'est-ce qu'on doit communiquer et comment on soutient l'ensemble de la structure. D'accord. Ça, c'est le deuxième enseignement. Et le troisième enseignement que nous avons tiré, c'est le rapprochement plus étroit qui doit s'opérer entre l'entreprise, les préventeurs, la médecine du travail, les institutionnels, parce que de nombreuses fois, eh bien, on a dû rechercher un peu à qui on devait s'adresser, comment on devait procéder. Et effectivement, il faut qu'il y ait un rapprochement beaucoup plus étroit entre tous ces partenaires qui finalement font la vie de l'entreprise. Très bien. Est-ce que il y avait une question de Sarah aussi dans le chat autour de l'actualisation du document unique. Ça fait partie des pistes sur lesquelles vous avancez l'un et l'autre pour intégrer ce risque pandémique, j'imagine. Oui, je vous vois hocher de la tête. Alors nous, on travaille bien évidemment avec M. Pérez la CARSAT pour ça, donc on a adapté aussi le document unique. Un autre point que j'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est on s'est rendu compte que pour assurer un plan de continuité de l'activité, on a aussi fait mise en place beaucoup de polyvalence. Et aujourd'hui, on va essayer de doublonner quasiment tous les postes, comme on a fait des rotations, c'est-à-dire que en aucun cas, même si on dirait qu'on part du principe qu'à 50%, la société reste 50% de l'effectif, surtout dans l'administratif, bien évidemment, il y aura un doublon et il y aura de la polyvalence, de façon à ce que la principale raison, c'est l'activité, le plan de continuité. Donc il y a quand même un avant et un après, si je puis dire, puisque là, pour le coup, il y a quelques chantiers importants à ouvrir chez vous sur le plan de l'organisation du travail. Voilà, tout à fait. Très bien. Eh ben, écoutez, merci à l'un et à l'autre pour d'avoir répondu à ces questions. Peut-être une dernière slide un peu de conclusion sur le fond, notamment sur cette problématique des tendances post-crise. Alors, vous le voyez, j'ai mis beaucoup de points d'interrogation parce qu'on n'a pas encore beaucoup de certitudes en la matière sur le monde du travail de demain, mais peut-être quelques pistes sur les évolutions potentielles ou pressenties du point de vue du management demain. Et cet enjeu quand même que vous partagez, me semble-t-il, de tirer collectivement des enseignements de la période écoulée pour voir quelles ont été effectivement les problématiques émergentes, quelles ont été les bonnes initiatives ou au contraire les choses qui ont montré les fragilités de votre organisation. Donc je pense qu'il y a une vraie invitation aussi à faire ce travail un peu réflexif avec vos équipes pour envisager des évolutions organisationnelles et managériales. Alors, 5-6 points qui sont ici posés sous forme interrogative. Va-t-on aller demain vers une meilleure intégration par le management des enjeux de santé au travail et de prévention des risques professionnels? Alors,
si je vous écoute l'un et l'autre, j'ai envie de dire, bah oui, a priori, mais vous aviez peut-être déjà une culture de la prévention, un certain nombre de prérequis qui ne sont pas toujours là dans toutes les entreprises. Et on peut se questionner demain, quand il va falloir redémarrer de manière optimum l'activité, si on ne va pas oublier certains principes ou si on aura véritablement réussi ce défi-là. En tout cas, c'est un vrai enjeu. Monsieur Bollusset, à travers notamment l'évolution des coopérations avec les acteurs de la prévention et aussi les coopérations avec les membres du CSE, je pense qu'il y a des pistes à évoquer. L'émergence de nouvelles formes d'organisation plus décentralisées, flexibles, collaboratives, mais aussi apprenantes. Hein, c'est comment on tire des enseignements, on a cette réactivité. Alors moi, je trouve que, merci Monsieur Vernin, parce que là, du coup, on a à travers une PME un exemple assez concret de dire, voilà, bah demain, en allant au plus près du terrain, je me suis aperçu qu'il y avait des enjeux, qu'il y avait des besoins de régulation. Et ben demain, je crée une fonction pour remplir cette mission-là parce que il y a des attentes et il y a des besoins. Ça me conforte peut-être dans l'autonomie. Du côté de l'entreprise de Monsieur Bollusset, on a notamment, me semble-t-il, la conviction des vertus du participatif et des organisations un peu participatives, donc c'est plutôt intéressant. Le développement du télétravail, alors on l'a pas ou peu développé à travers vos exemples parce que vous étiez plutôt dans une logique de continuité, même si vous en avez fait l'un et l'autre l'expérience à travers certaines catégories de personnel. Moi, je retiens, Monsieur Vernin, que vous vous êtes rendu compte à travers la période que peut-être que ça pouvait se faire sur certaines activités et du coup, on imagine que c'est aujourd'hui quelque chose qui peut être discuté, envisagé pour certains postes et que ça peut faire bouger le regard de certains employeurs sur le télétravail et les conditions. On voit bien que dans certaines activités tertiaires, c'est aussi un vrai questionnement sur les espaces, les temps de travail, etc. Hein. On a beaucoup de réflexions autour des aménagements des espaces de travail qui surgissent à l'heure actuelle. Un renouveau des pratiques managériales, oui, ou en tout cas une consolidation de l'intérêt de positionner le management sur du management du travail. C'est quelque chose qu'on défend nous ici à l'agence, donc on verra ce qu'il en sera sur ce registre-là. L'évolution du rapport au travail, je pense que c'est un vrai point d'attention et beaucoup d'études ou d'enquêtes vont sur ce registre-là. Et puis l'évolution des relations sociales, là aussi, les entreprises qui ont développé des nouvelles formes de concertation, qui ont activé leurs relations, vont peut-être demain avancer de manière différemment autour de ces points-là. Voilà, ces quelques éléments de conclusion. Encore une fois, je vous remercie sincèrement et l'un et l'autre d'avoir pris part à cette webconférence. Vous savez que vous pouvez télécharger notre support et revoir en replay cette webconférence. Vous avez là quelques liens pour accéder à des ressources complémentaires. Également vis-à-vis des deux entreprises qui ont témoigné, je me suis autorisé à mettre des liens vers vos sites web respectifs pour que les gens qui seraient intéressés pour aller un peu plus loin, pour connaître vos entreprises puissent le faire. Et vous rappeler que nous avons demain encore notre dernière journée de la SQVT avec 2 rendez-vous qui sont programmés dans le cadre des webconférences de demain au programme. Voilà, merci à l'ensemble des participants d'être restés toute cette heure avec nous, en espérant que voilà, vous avez passé un moment intéressant avec nous et que vous aurez eu quelques pistes de réflexion par rapport à vos problématiques. Je vous souhaite à tous une très bonne